Mon cher Mehmet, Alors, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Montpellier, juste après le festival de cette édition 2022 chez toi. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de toi? Qui est Mehmet Baïch? Qu'est-ce qu'il fait? Son parcours? Voilà. alors, moi, mon parcours, ma foi, c'est un peu chaotique en matière de poésie. Oui. J'écris de la poésie depuis la fin des années 70. Donc, j'ai peu publié au début. J'ai publié que dans quelques revues en Turquie. Et qui n'ont pas duré longtemps, puisque c'était dans des conditions de la junte militaire. Et après, une fois en France, je n'ai pas arrêté, évidemment, je n'ai eu de cesse de continuer à écrire, mais la publication, ça en était une autre histoire, quoi. Donc, j'ai pu publier jusqu'il y a encore 4-5 ans. Et les raisons de cela, ma foi, je ne m'explique pas, c'est juste comme ça. Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai continué sans chercher à les publier. Il y a eu un moment où j'ai failli le faire. Mon ami Emirali, il faisait partie d'un collectif, Sanat Hareketi, dans les années 90 en Turquie. Et il y avait une maison d'édition qui suivait ce collectif, Pira. Et juste au moment où mon livre il y a eu des problèmes d'ordre juridique, ben voilà. Je suis arrivé, c'était un jour de septembre en 1984. Et j'ai pas pu retourner pendant presque 20 ans en Turquie. Quand je suis retourné, c'était en 2003. Je pense, ou 2004, je ne me souviens pas très bien. Voilà mon arrivée. Et après, j'ai bâti une vie en France, une vie donc. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? C'était il y a 5-6 ans. Ça s'appelait Benim Ruhum Dışarılardır. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Les auteurs qui m'ont marqué, eh bien au début, avant d'arriver en France, j'ai eu mes auteurs préférés. Évidemment, il y avait Gabriel Garcia Marquez, Octavio Paz. C'était plus la littérature latino-américaine, ou alors hispanique, si je peux dire ainsi, que la littérature française. Mais une fois en France, par contre, évidemment, j'ai vu devant moi une immense possibilité de connaître autre chose que ce que j'avais en Turquie. Et en France, ma foi, les auteurs que j'aime, mis à part les classiques, les auteurs contemporains, je peux citer Pierre Michon, Pierre Belluigno, après qu'est-ce que je... Pascal Cagnard, j'en passe des meilleurs, mais ces trois auteurs-là m'ont marqué vraiment profondément. Pierre Michon, Pierre Belluigno et Pascal Cagnard. Après, il y a des auteurs que je suis évidemment régulièrement. Et récemment, par exemple, un jeune auteur, David Post. Et des poètes, je peux te citer Joël Bousquet, et tout Rimbaud, Baudelaire. J'en passe des meilleurs encore. Là, te le dire comme ça d'un coup, bien je bloque, tu vois, mais enfin, il y en a eu des autres. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Eh bien oui, oui sûrement. Même si j'arrive pas à le définir avec précision, mais oui, j'en ai de l'approche, ouais.
Et d'abord, mes thèmes, ceux qui m'obsèdent, à chaque fois, de toute façon, ça revient dans la poésie. Par contre, ceux qui me donnent la première pulsion, j'ai envie de dire, c'est un son, parfois, souvent un son. Et après, je le suis, le son. Donc, j'essaie de construire une architecture sonore. Voilà, donc c'est bien ça mon approche. Et édifier un immeuble sonore, une architecture, une structure sonore. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et ou turcophone? Eh bien, je trouve que c'est assez fécond. On en écrit beaucoup de la poésie. Et la poésie a toujours beaucoup de prestige, mais peu de lecteurs, paradoxalement. Et la poésie qui est écrite à ce moment, j'aime. Il y a des poètes que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a même pas mal. Et, pour ce qui concerne la France, les obsessions des poètes actuels, on peut le classer dans quelques sous-titres. En ce qui concerne les poètes turcs, pareil. Mais c'est peut-être un peu naturel, je me dis, parce que chaque époque a ses obsessions, a ses prises de tête. Tu vois. Là, je pense qu'en France et en Turquie, les deux pays, dont je peux suivre aisément la poésie contemporaine, m'offre ce paysage, quoi, que je ne fais que constater. La traduction. Eh bien, la traduction, je suis arrivé à la traduction que par la demande du festival à 7, de Voix vives de Méditerranée. Avant, je ne fais que partiellement, ou alors ici et là. J'en faisais pas. J'ai commencé avec ça, avec le festival de Voix vives de Méditerranée. Vers français. Voilà, donc c'était du turc au français. Par contre, après, j'ai un ami poète, qui était aussi éditeur, qui m'a demandé de traduire Antonin Artaud. Et les deux premiers livres publiés de mes traductions ont été Antonin Artaud, des livres d'Antonin Artaud. Et voilà, donc même le troisième, qui a été publié toujours chez mon ami éditeur, Jean-Pierre Dupré. Par contre, ça c'est moi qui ai pris les devants puisque j'aime beaucoup ce poète. Et voilà, pour l'instant, de toute façon, j'en ai traduit que 3 qui ont été publiés. Et il y en a un de fini, mais qui cherche encore une maison d'édition. C'est celui de... C'est un recueil, une sélection de poèmes de Şeyh Zadiki. Alors je ne sais pas à quel moment ça va être publié, mais pour l'instant, voilà, j'en ai 4, dont 3 ont déjà été publiés. La traduction, en fait, ne m'intéresse que à travers la poésie. Je pense que ça nourrit un peu mon écriture. Donc ça me permet de me questionner sur ce que j'écris moi à côté. Voilà. Et donc de ce point de vue, pour moi la traduction est vraiment très très intéressante. Est-ce que tu as une approche dans la traduction? Non?
Oui, aussi. Il a fallu en avoir parce que quand je me suis mis à le faire, je me disais comment le faire. Surtout avec un auteur comme Antonin Artaud, c'était vraiment une tâche ardue. Antonin Artaud, déjà en français, le seul but qu'il avait, c'était de casser la syntaxe du français. Et Antonin Artaud, il disait que il avait écrit un livre non français. C'était pas du français, mais que tout le monde, tous les Français le comprenaient. Il dit l'avoir perdu. Mais bon, pour dire que traduire un auteur comme Antonin Artaud, pour moi, ça a été vraiment une tâche très très difficile, mais qui m'a permis, si tu veux, d'avoir une approche. Comment procéder? Que faire? Il a fallu renoncer à beaucoup de choses. Il a fallu réinventer des métaphores. En fait, dans le cas d'Antonin Artaud, il ne s'agit même plus de réinventer une métaphore, mais une nouvelle syntaxe. Un langage carrément. Donc il a fallu avoir une approche, un angle sur lequel attaquer ces textes. Et maintenant, je sais que c'est vraiment un équilibre très précaire parce que on se sent un peu obligé d'être fidèle au texte source. Mais en même temps, on se trouve quand même heurté à ce mur d'impossibilité de tout traduire mot par mot. Et donc il faut faire des choix, il faut renoncer à beaucoup de choses pour réinventer tout en langue, en l'autre langue, quoi, où on transmet le texte. Est-ce que tu traduis tes poèmes aussi en français? J'en ai fait, tu écris en turc, non, pour le moment, ou tu écris en français? J'écris en français et en turc. Donc, mes poèmes, je ne les ai pas. J'en ai fait que vraiment très partiellement, 3 ou 4 à tout casser. Mais j'y réfléchis pour l'instant. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais pas d'une manière. Mais pourquoi continue. Tu réfléchis? Je réfléchis à le faire dans le volume, sous le volume d'un livre, par exemple. Oui, dans quelle forme tu veux faire? Ce que j'ai fait, c'est 2-3 poèmes, c'est tout. Ah oui. Et je ne le fais que pour des amis ou pour mes copines. Tu vois, c'était très ponctuel, voilà. Enfin, je le ferai. Il faut. Et est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Pour les gens ordinaires, je pense que oui, mais eux, ils ne se rendent pas compte. La poésie, c'est une nécessité de cet univers. Mais en ma qualité de poète, évidemment, je sens la viscéralité de ce besoin de poésie. Mais pour les gens ordinaires, ordinaires entre guillemets, évidemment, puisque chaque être est unique, c'est pas. Mais pour les gens non poètes, disons, c'est aussi une nécessité dont eux ils ne se rendent pas compte. J'espère qu'ils se rendront compte. Et depuis que tu viens au festival de poésie de Sète depuis... Il y a 6 ans à peu près, je suis allé, j'ai fait la connaissance de Kenan. Après, ma foi, là, régulièrement, j'y vais. Régulièrement. Et tes impressions à propos de ce festival? Ce festival, il me plaît évidemment, puisqu'il ne s'agit que de la poésie. Ça me réjouit de voir quand même un public assidu. Chaque année, je vois. Et même dans les conditions de pandémie,
le festival a pu continuer à exister. Et il y a eu du monde. Donc je me réjouis que ce festival continue à vivre, à regrouper les gens autour de la poésie. Est-ce que tu vas aussi au marché de la poésie à Paris, de temps en temps? Quand j'étais à Paris, oui. Tu peux dire tes impressions quand tu y allais et peut-être, comme on dit, voir les ressemblances ou différences avec les festivals de Sète. Eh bien, le festival de Sète, c'est beaucoup plus convivial, je trouve, évidemment. Mais marché de la poésie, pour moi, c'était très bien à Paris, puisque c'est là que j'ai rencontré les poètes, que j'achetais des livres de poésie, que j'ai rencontré les poètes dont je lisais des livres. C'était très bien. C'était à chaque printemps. Et je n'ai jamais raté un seul marché de poésie jusqu'à 2008 ou 2009, où j'ai quitté Paris pour venir m'installer à Montpellier. Et donc j'aimais bien, mais ce ne sont pas les mêmes choses. C'est pas du tout la même chose. Je vois à Sète, et à Sète c'est quand même beaucoup plus étendu déjà. Et peut-être la ville joue aussi. La ville, c'est une ville de sud, une ville balnéaire. Les gens sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus ouverts, je ne sais pas. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Et voilà. Et les deux, j'aime bien. Donc les deux, j'ai suivi. Maintenant, je suis depuis 6 ans le festival. Mais à Paris, je n'ai jamais raté. Et c'était toujours en même place, à Saint-Sulpice. Avant, évidemment, quand ça a commencé, l'atmosphère à Saint-Sulpice était différente. Parce que tout était entouré des libraires. Et les libraires, maintenant, ont laissé place à des chaînes de café, je ne sais quoi. Et ce quartier-là n'est plus le même. Mais bon, peut-être que le marché de la poésie continue à entretenir un petit peu cette illusion. Merci beaucoup, Mehmet. Avec plaisir. Un cri subit dans le vide du jour. Les feuilles des arbres d'en face ondoient. L'instant d'après, le silence pulse dans mes oreilles. Je ferme les yeux, l'écume noire du dehors. Une porte claque, le temps s'affaisse. Puis je me réveille dans le lointain, en une autre saison, loin, très loin, où l'on vient juste de s'embrasser. Une fille aux jupes voletantes passe, avec un rêve brodé dans le sourire, portant l'humidité de sa nuit dernière, incandescent attribut cassé d'elle. J'entends sonner à la porte, Miro, personne, ni sur le palier, ni dans les escaliers. Juste un sourire en surimpression qui flotte. De mon retour, j'en vois des milliers dispersés sur la voie de tramway, s'étendant à l'infini par la grâce de celle qui brodait ses rêves. En contrebas de voie de tramway, une femme avec des solitudes multiples au visage, les yeux faits de retour, qui appelle des mots pour la nuit, dont je devine le bruit paisible des pas, tandis que le doux balancement de ses seins me submerge d'un coup l'étonnement quand elle me tire de ma tristesse. Voilà pour le français. Alors maintenant, de l'entour. Tu peux parler aussi de ton livre. C'est le premier que j'ai publié. Voilà. Alors, les poèmes dans ce livre commencent en fait en 1984. Et pour terminer, le livre, je l'ai commencé à Istanbul et terminé à Paris. Il y a peu
peu de poèmes écrits à Paris. La plupart, ça vient d'Istanbul. Yağmuru bir üstlük gibi taşıyarak girdi. Kırıntılarını silkeledi sonra. Akşamla karışmış gökyüzünün. Ölümcül bir işte noktalandı bu serüven dedi. Ölüme yakın tonuyla sesinin. Anlatılamayacak olan kalıyor yanımlara. Gözleri bir buluta içmiş gidiyordu. Ateşini tazeledi sobanın sonra. Buharlaşırken yüzlü gözlerinden içimizin ülkesinde ıssızlık büyüyordu. Trenler ezik bir karanfil üslubuyla firar ediyor. Korkular soğuk karların sarı gözlerinde. Ya da zamanı değil saatlerin cinnete yakın yüzü. Kalıyor yüzü bir cinayete dönük, uzun acıların kanadığı bangölerde. Yıldız leşleri doluyor geceye, trenler kaçışıyor. Bir kimliği terk etmenin yaralı telaşı ya da üzüncü yine ölümlerden arda kalmanın. Ağlıyor yalnızlığın yaralı hayvanı, ıslak yüzünlerinde kimsesiz suratlı kadınlar. Ertelenmiş bir sözdür şimdi akşam. Solgun ölülerin anılardan toplandığı, merminin etinde aldığı yoldur. Kumurların arasında biriken siyah bir fısıltı. Gece tekin değil, kent neonlu iç çekişlerle uzaklaşıyor. Yağmurun ihaneti hazır kırılış günlerin prizmasında ya da fışkırması kırık bir işlenişi. Bela bulaşır kahırlı ıssızlığına karların, ölüm hesaplarıyla allak bullak yüzümden. Gündüzü yok bir öfkeyi tükürür trenler. Kan tutmuş bir hançer gibi üşür içimde akşam. Çizgilerine dağılıp günlerin, soluk bir izi gibi yaşamak yangınları. Farklı bir anlatımını tasarlayıp neşenin vadilerine karışmak ipince. Savrulup duran günlüklerde önemsiz ayrıntılar. Deniz sıkıntısı berisi düşünmeyi bıraksa, akşamın yıkıntılarında ölüleri martı, yani demem o ki martıları ve gecenin karnın ceninleriyle seminen, kaçıp bir sokağın sonuna gelmesi ya da savrulup duran günlüklerde önemsiz ayrıntılar. Kör sası beden yürür, elinde öfkelerin dilsiz, dinsiz, çarpması kirişlerine durmaksızın yalın sevinçler kullanan çocuk yaşamları. Yürümek ya da yürümek, pis suların ev halini, savrulup duran günlüklerde önemsiz ayrıntılar. Günlerin sureti şakacı yakamoz, kalsa da içrek diğeri sende, bir ağaç gibi düşünürsek sessizliği, uslanmak bir anı gibi bir garip biçimde, yüzlerde yani bir açı meselesi, sığınmak bir uzağı olmak, savrulup duran günlüğünde çocukların önemsiz ayrıntılar. Yun gene sevinçle ama kapak gözlerini dünyanın, diner belki bulutların iniltisi, düğümlenirken o solgun ayrıntıda yurttaş sevinci ihtilali ve belleği sabır kıran taşın uyurken taşıyorum gözlerimle damlıyor dünya. Sarışınlaşırım canım yüzünün aynasında, apışan anda çığlık çığlığa bu yürek, denizleri paramparça. Dön gel ama sevinçle kapat gözlerini dünyanın. Üşüyorum, bir tebiye üşüyorum koşarken alçak sularına ruhlarım. Bu kaçıncı soruşun? Ürperişine sığınırım gövdenin gitme. Bekasına kapanırken pancurları kasabaların, Cumhuriyetin ve dahi devletin, yık gene sevinçle kapat gözlerini dünyanın. Soruluyorum ölüm öbür tarafına. Merci beaucoup. Merci à toi.